Quand un commandant en chef répond impossible à son président en pleine guerre, tout vacille. Alexandre Syrski, chef suprême de l'armée ukrainienne, refuse un ordre direct de Volodymyr Zelensky. Ce n'est ni rébellion ni simple désaccord, c'est le signe que la machine de guerre arrive à bout de souffle, prisonnière de ses limites humaines et matérielles. Ce refus, annoncé sans éclat, marque un basculement historique. Jusqu'alors, l'armée obéissait au prix de sacrifices inouïs. Mais cette fois, Syrski dit non, non pas par manque de volonté, mais parce que les moyens n'existent plus. Il ne reste ni troupes fraîches, ni réserves, ni munitions suffisantes pour lancer l'offensive exigée. Pour bien comprendre la gravité de ce geste, rappelons-nous d'autres moments de l'histoire où la machine militaire a déclaré forfait devant la volonté du pouvoir. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Adolf Hitler ordonnait à ses généraux de tenir coûte que coûte, même quand tout indiquait que la défaite était inévitable. À Stalingrad, le maréchal Paulus finit par capituler, brisant un tabou similaire. Aujourd'hui, l'Ukraine s'est confrontée à sa propre version de ce dilemme tragique. Cet incident, quasi invisible dans les médias internationaux, est pourtant un point de rupture. Derrière ce choc entre pouvoir politique et commandement militaire, c'est tout l'équilibre du front qui vacille. L'État ukrainien risque sa crédibilité et le soutien occidental devient incertain. Si l'on néglige ce moment, on rate le cœur de la crise. Un gouffre se creuse entre discours officiels et réalité du terrain. Comprendre pourquoi Syrski a désobéi, c'est voir comment l'effondrement stratégique devient inévitable, malgré tous les récits d'espoir. Pour saisir cette fracture, il faut revenir au contexte et affronter les chiffres dévastateurs qui asphyxient l'armée. Comment en est-on arrivé là ? Pour comprendre la portée de ce refus, il faut plonger dans la réalité des combats et l'usure invisible qui a rongé l'armée ukrainienne mois après mois. Les chiffres ne mentent jamais, même sous la pression de la politique. En Ukraine, ils s'imposent aujourd'hui avec la brutalité d'une évidence au sommet de l'État. La rupture entre le commandant en chef Syrski et le président Zelensky n'est pas un caprice. C'est la conséquence inévitable d'une dynamique chiffrée que nul ne peut plus ignorer. Tout bascule lorsqu'une directive présidentielle exige une offensive dans le Donbass. Pas un conseil, mais un ordre formel adressé sans ambiguïté au chef des armées. Syrski, pourtant, refuse d'obéir. Il se dresse invoquant l'épuisement total des forces ukrainiennes et la disparition complète des réserves indispensables à toute avancée sérieuse. Voyons de près ce que cela signifie. Imaginons un général devant une carte couverte de symboles rouges et bleus, où chaque unité retirée du front représente des semaines d'efforts et des centaines d'hommes perdus. Selon les estimations d'analystes occidentaux, depuis le début de l'année, l'armée ukrainienne a perdu plus de la moitié de ses chars opérationnels, alors que la Russie continue de remplacer les siens à un rythme soutenu. Les usines ukrainiennes, elles, tournent au ralenti, faute de pièces détachées et de main-d'œuvre qualifiée. Ce refus n'est pas une simple contestation. Il est le reflet d'une réalité brute sur le terrain. En octobre 2025, les forces russes progressent. 47 km² conquis autour de Selidovo, 23 km gagnés près de Kourakovo. Ougledar tombe finalement, après des mois de résistance acharnée. Ces avancées ne sont pas isolées, elles s'inscrivent dans une poussée méthodique et continuent sur des centaines de kilomètres de front. Pour donner une image concrète, imaginez un village ukrainien transformé en forteresse où chaque maison est fortifiée, chaque cave remplie d'hommes épuisés. Mais même la plus solide des défenses finit par céder lorsque, semaine après semaine, les renforts ne viennent plus et que les munitions s'épuisent. C'est exactement ce qui s'est passé à Ougledar. Encerclée, coupée de ravitaillement, la ville n'a pu tenir indéfiniment. Chaque mètre arraché par l'ennemi coûte aux Ukrainiens des ressources colossales, alors que tout manque. Artillerie, blindés, surtout soldats, tout se raréfie. Les pertes matérielles deviennent asymétriques. Selon les analystes indépendants, l'armée ukrainienne perd bien plus de blindés que son adversaire. Mais le véritable drame, ce sont les hommes. La mobilisation touche à sa limite. Le seuil d'âge pour l'enrôlement baisse à des niveaux inédits. Certaines brigades affichent désormais une moyenne d'âge supérieure à 45 ans. Pour illustrer ce phénomène, pensons à une brigade qui, il y a 2 ans, recrutait des jeunes de 20 ans, pleins d'énergie et de détermination. Aujourd'hui, ce sont des pères de famille de 50 ans, rappelés malgré eux, qui montent en ligne. Leur expérience compense un peu la jeunesse, mais leur santé, leur endurance, leur morale ne sont plus les mêmes. Dans les rues de Kiev, les affiches de recrutement sont partout, mais les files devant les bureaux de mobilisation sont de plus en plus clairsemées. Certains jeunes tentent de fuir à l'étranger, d'autres se cachent. Le gouvernement tente de rassurer, mais sur le terrain,
Tout le monde sait que la relève n'arrive plus. Face à la puissance de feu russe et à la profondeur de ses défenses, attaquer n'est plus envisageable. La stratégie ukrainienne bascule, non par choix, mais par nécessité, vers la défense pure. Ce n'est pas une nouvelle doctrine, c'est l'aveu d'un manque cruel de moyens. Les ordres politiques viennent se briser contre la froideur des chiffres. Refuser de voir cette réalité, c'est risquer non seulement la défaite sur le terrain, mais aussi l'effondrement du moral et de la cohésion nationale. La fracture est consommée. Les militaires n'écoutent plus les illusions, ils se battent pour survivre. Prenons un exemple historique. En 1940, l'armée française, mal préparée et mal équipée, s'est effondrée face à la Wehrmacht, malgré la volonté farouche de ses chefs. L'écart entre la propagande officielle et la réalité du front était alors abyssal. Aujourd'hui, l'Ukraine court le même risque si elle ne prend pas acte de l'état réel de ses forces. Mais cette rupture ne surgit pas soudainement. Pour en comprendre la genèse, il faut remonter aux mois, voire aux années qui ont préparé ce choc frontal entre logique militaire et impératif politique. Pour saisir comment cette fracture s'est lentement creusée, il faut revenir sur les signes avant-coureurs et les choix impossibles qui ont jalonné la guerre. Les tensions longtemps contenues ont fini par éclater au grand jour. Lorsque la carte du front ne colle plus au rêve du président, le gouffre entre la politique et la réalité militaire se creuse d'un coup. Ce n'est pas inédit. L'Ukraine a déjà connu ce choc au sommet. Souvenons-nous, il y a un peu plus d'une année, Valéry Zaloujny, alors célébré comme le stratège de la défense nationale, a été évincé par Volodymyr Zelensky. Sa faute ? Prôner la prudence, renforcer les lignes, alors que le président exigeait des percées spectaculaires, des victoires à offrir à l'Occident. Zaloujny s'appuyait sur les faits bruts du terrain. Zelensky sur la nécessité d'afficher des succès, quitte à forcer la réalité militaire. Cette première rupture entre raison tactique et impératif politique a fissuré le sommet de l'état-major, et cette faille n'a cessé de s'élargir depuis. C'est dans cette brèche qu'Alexandre Syrski s'est avancé. Son profil semblait idéal, loyal, méthodique, prêt à suivre la ligne présidentielle. Zelensky l'a promu au rang suprême, espérant verrouiller la hiérarchie. Mais la guerre, elle, impose ses lois à tous. Peu à peu, Syrski s'est retrouvé piégé. Il fallait lancer des offensives avec des troupes épuisées et un matériel qui s'amenuise chaque semaine. Entre les ordres venus d'en haut et la lassitude du terrain, il a dû choisir obéir et sacrifier son armée, ou désobéir et briser un tabou absolu du commandement militaire. Pour donner une idée concrète, on peut comparer la situation à celle de l'armée américaine au Vietnam, où, à la fin des années 60, des officiers refusaient parfois de lancer des attaques qu'ils savaient vouées à l'échec. La guerre s'enlisait, les pertes augmentaient et la confiance dans la stratégie politique s'effritait. L'Ukraine, aujourd'hui, vit un schéma comparable. La lassitude grignote le moral et la désobéissance devient la seule issue pour éviter la catastrophe. Le refus de Syrski dépasse la simple insubordination. Pour la première fois, la survie de l'armée devient prioritaire, plus forte que la logique de communication présidentielle. Au sommet, la chaîne de commandement vacille. Jamais la fracture n'avait été aussi nette. Désormais, les généraux préfèrent risquer la rupture plutôt que l'anéantissement pur et simple des forces. Ce signal d'alarme résonne jusqu'aux chancelleries occidentales, car si la direction se fragmente à Kiev, c'est l'ensemble de la cohésion militaire qui menace d'exploser. Les Alliés, eux, s'interrogent. Peuvent-ils continuer à investir des milliards d'euros, des milliards de dollars dans une structure qui craque de toutes parts ? Dans les capitales européennes, l'inquiétude grandit. En Allemagne, certains députés commencent à demander des garanties sur l'utilisation de l'aide militaire. Aux États-Unis, le Congrès hésite à voter de nouveaux crédits, tous surveillant de près la solidité de la chaîne de commandement ukrainienne, conscients qu'une armée divisée risque de s'effondrer en quelques semaines. Bien au-delà des frontières, c'est la confiance internationale qui chancelle. Cette crise de commandement joue sur plus que l'autorité présidentielle. Elle touche à la crédibilité de l'État ukrainien et à la stabilité du système tout entier. Dans un tel contexte, la moindre erreur, le moindre faux pas, pourrait suffire à faire basculer le soutien extérieur et à rendre l'Ukraine vulnérable comme jamais. Mais concrètement, comment cette rupture va-t-elle influencer le cours de la guerre ? Quels choix restent à la fois au pouvoir politique et au haut commandement militaire ? Explorons maintenant les conséquences immédiates de cette fracture et les scénarios qui pourraient en découler, tant pour l'armée que pour le pouvoir civil. Quel chemin s'ouvre ou se ferme à mesure que la crise s'aggrave ? Quand l'armée dit « on ne peut plus », la guerre bascule. Ce n'est plus une simple question d'ordre, mais de survie. Ce refus marque un point de non-retour. La logique militaire supplante la volonté politique.
Sur le terrain, la perte de l'initiative saute aux yeux. L'armée ukrainienne, à bout de force, délaisse l'offensive pour la défense. Désormais, il ne s'agit plus de gagner du terrain, mais d'éviter un effondrement total. Chaque jour, le risque grandit de voir des territoires clés tomber, menaçant à terme l'intégrité même de la carte ukrainienne. Prenons l'exemple de la ville de Severodonetsk, tombée après des semaines de combats acharnés. L'armée, faute de munitions et de renforts, a dû se replier, laissant la ville aux mains de l'ennemi. Ce scénario se répète désormais dans d'autres secteurs du front, avec des conséquences dramatiques pour les civils, exposés à la violence des combats et à l'exode forcé. Sur le plan politique, la fracture devient abyssale. Quand le commandant en chef désobéit à l'ordre du président, la chaîne de commandement chancelle. Volodymyr Zelensky perd de l'emprise sur ses généraux, mais aussi la confiance des alliés occidentaux. Dès lors, chaque ordre présidentiel est contesté. La voie politique, jadis puissante, se heurte désormais au mur du réalisme militaire. Dans les têtes, la fatigue s'impose. Les soldats déjà éprouvés encaissent un nouveau choc. Ils ne se battent plus pour avancer, mais pour tenir. L'espoir s'effrite, remplacé par une lucidité glaciale. Dans les hôpitaux militaires, les chirurgiens opèrent sans relâche, manquant parfois de matériel de base. Les blessés racontent tout la même histoire. Des combats intenses, des pertes lourdes et la sensation d'être abandonnés par le commandement. Le moral chute et avec lui la cohésion des unités. L'onde de choc traverse les frontières. Le soutien occidental, dépendant de victoires concrètes, vacille. Les partenaires européens et américains voyant cette rupture comme un signal d'alarme. Investir dans une guerre que l'armée n'est plus certaine de pouvoir gagner, c'est risquer une débâcle fulgurante. Chaque faiblesse, chaque doute, chaque perte pèse plus lourd. C'est la souveraineté même de l'Ukraine qui chancelle. Car l'histoire le montre, une armée qui n'avance plus, qui n'y croit plus, peut tout perdre, et pas seulement du terrain. À ce stade, la question n'est plus de savoir si l'Ukraine peut avancer, mais si elle peut seulement tenir. La suite dépendra de choix impossibles et de sacrifices inévitables. Dans la guerre, la réalité ne s'annonce pas. Elle s'impose implacable sans se soucier des discours ni des promesses. Ce qui vient de se jouer en Ukraine est un électrochoc. Ce n'est jamais celui qui occupe le devant des caméras qui détient le pouvoir, mais celui qui possède les chiffres, les cartes et le contrôle du terrain. Lorsqu'un commandant refuse d'obéir à un ordre présidentiel, ce n'est pas une bravade. C'est l'ultime signal d'alarme. L'armée n'avance plus, non par refus, mais parce que la réalité physique la bloque. Le passage de l'offensive à la défensive n'est jamais anodin. Dans une guerre d'usure, ce virage marque souvent le début de la fin. On ne choisit plus ses batailles, on les subit, les forces s'épuisent, les ressources s'amenuisent, et chaque jour, l'espoir de victoire recule un peu plus. Mais le plus inquiétant, c'est la brèche qui s'ouvre au sommet. La chaîne de commandement repose sur la confiance et la lucidité. Quand ce lien casse, l'ensemble vacille. La désobéissance d'un chef n'est pas un acte héroïque, c'est le symptôme d'un système qui se délite, la politique s'aveugle, l'armée ne peut plus cacher l'évidence. Fermer les yeux sur ce divorce, c'est ouvrir la porte à l'échec. On peut multiplier les annonces, écrire des communiqués, promettre des victoires qui ne viennent pas. Mais le terrain, lui, ne ment jamais. Les soldats connaissent la vérité. Les alliés observent les résultats ou leur absence. S'entêter dans des promesses politiques quand l'armée s'épuise, c'est risquer la perte de crédibilité, la fuite du soutien international et même la remise en cause de la souveraineté nationale. Pour tous ceux qui scrutent cette crise, la leçon s'impose. Refuser de voir la réalité, c'est condamner à répéter l'erreur, ici ou ailleurs, demain comme aujourd'hui. Ne pas tirer les enseignements de cette rupture, c'est mettre en jeu la crédibilité, l'influence et, à terme, la survie de l'État. Il faut maintenant regarder en face ce que cette crise révèle au grand jour. Ce point de rupture oblige à repenser les rapports entre le politique et le militaire. À présent, il s'agit d'analyser les options qui restent à l'Ukraine. Quand la politique exige l'impossible, la réalité finit toujours par trancher. Le refus d'Alexandre Syrski d'obéir à l'ordre du président Zelensky n'est pas seulement inédit, c'est un signal d'alerte brûlant. Pour la première fois, la volonté politique et la capacité militaire ne sont plus simplement en désaccord. Elles sont séparées par un gouffre béant qui menace d'engloutir tout le système ukrainien. Ce n'est pas une mutinerie ni une rébellion. C'est l'aveu brutal que l'armée ukrainienne ne peut plus suivre la vision de son pouvoir civil. Derrière les statistiques, des milliers de soldats épuisés, un matériel qui s'amenuise, un moral rongé par une suite ininterrompue de revers, il y a une limite humaine atteinte. Cet instant dépasse l'événement. Il marque une rupture stratégique. Désormais, la survie militaire prime sur toute promesse politique.
La communication présidentielle n'alimente plus l'espoir, seule la logique du possible s'impose, implacable. Si cette fracture n'est pas comprise, si la leçon n'est pas tirée, alors le pays s'enfoncera dans la répétition de crises systémiques. Ignorer la réalité du front, c'est risquer de perdre plus que des positions. C'est sacrifier le temps, la crédibilité et peut-être même la survie de l'État ukrainien. Chaque décision prise loin du terrain coûte plus cher en vie, en ressources, en confiance. Ce moment force à admettre, la guerre n'est pas un récit que l'on maîtrise, mais une succession de contraintes physiques et morales. Quand la politique s'obstine à nier ces contraintes, c'est la réalité qui tranche, parfois sans retour. Avant de tourner la page, une question se pose. Saurons-nous reconnaître cette cassure à temps, ou laisserons-nous l'histoire se répéter, encore et toujours ? Pour éviter la répétition des drames, il est essentiel que l'Ukraine et tous ses partenaires tirent les enseignements de cette crise. Il faut instaurer un dialogue constant entre le politique et le militaire, s'appuyer sur les réalités du terrain et non sur les illusions médiatiques. Cela implique aussi de repenser l'aide occidentale. Plutôt qu'une course aux annonces, il s'agit d'assurer un soutien durable, ciblé, en accord avec les besoins réels des forces sur le front. Concrètement, cela passe par plusieurs étapes. Premièrement, accepter la nécessité d'une pause stratégique pour reconstituer les forces. Deuxièmement, réformer le système de mobilisation pour attirer de nouveaux volontaires, par des incitations et non des obligations. Troisièmement, investir dans la logistique, la formation des cadres et la reconstruction des unités dévastées. L'histoire regorge d'exemples où des armées au bord de l'effondrement ont réussi à se réinventer. Pensons à la Grande-Bretagne en 1940, qui après Dunkerque a su transformer la débâcle en sursaut national. L'Ukraine peut, elle aussi, choisir de faire de cette crise un tournant, à condition de regarder la réalité en face et de placer la survie collective au-dessus des ambitions personnelles ou des discours convenus. C'est à ce prix seulement que la rupture actuelle ne sera pas le prélude à la chute, mais le point de départ d'une reconstruction lucide et pérenne. L'histoire, encore une fois, jugera ceux qui auront su écouter le terrain, et non simplement les promesses des tribunes. La question désormais n'est plus seulement militaire ou politique, c'est une question de survie nationale. L'Ukraine saura-t-elle transformer le choc de la désobéissance en leçon d'avenir ? Ou vivra-t-elle, comme tant d'autres avant elle, le prix terrible du refus de voir ? Le temps de l'aveuglement est révolu. Place au courage du réel.